Alors, j'avais vu un usage qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Cryptomatrix qui a fait ça, qui a fait des NFT assez récemment pour Noël, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que ça a déverrouillé du contenu, on va dire, en avant-première ou spécifique pour les personnes qui ont acheté ces NFT. Et ça, cet usage pour la création de contenu, je l'ai trouvé hyper intéressante et intelligente dans la mesure où on peut effectivement se dissocier légèrement de YouTube qui propose ça avec les abonnements payants, mais sur lesquels il y a quand même 30 ou 40% qui vont partir quand même dans les caisses de YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je tends le micro de Cryptost à Jigme, créateur de contenu sur internet et grand amateur de crypto. Nous parlerons avec lui de son arrivée dans l'écosystème crypto, mais également de la décentralisation des plateformes de partage de contenu comme Librairie Crédit, et aussi des opportunités de financement qu'offrent les plateformes et services comme Brave avec son BAT token. Est-ce que c'est vraiment utile pour les créateurs de contenu ou non? C'est ce que nous verrons tout au long de cet épisode. Jigme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Eh bien, bonjour Valentin, merci pour cet accueil sur Cryptost. Ça fait très plaisir. En plus, j'écoute les podcasts régulièrement. Pour ma part, donc, je m'appelle Jigme. J'ai commencé à faire des vidéos sur Internet en 2012. Je faisais des vidéos un peu humoristiques, des sketchs, etc., etc. Je suis arrivé à tout grand hasard sur cette plateforme et j'ai bifurqué assez récemment, donc il y a quelques années, sur des vidéos toujours et des live streams également, mais plus axés sur de la cuisine. Donc, on va dire un contenu un peu plus utile au quotidien. Alors, les gens ne le savent pas forcément parce que ce n'est pas ton cœur de création de contenu, mais ça fait un moment que tu t'intéresses à l'univers de la crypto. Quand, comment et pourquoi tu as décidé de te tourner vers cet écosystème-là? Alors, je l'ai découvert dans un premier temps via un oncle qui est psy, qui est très avant-gardiste. Pour donner un peu le niveau, il a construit il y a un certain temps son cabinet sur Second Life et il faisait des consultations directement en ligne. Et il a toujours été très intéressé par, je cite, le Bitcoin. Je vois, il parle du Bitcoin. Et je me souviens qu'il m'en avait parlé il y a très très longtemps, il y a 5 ans de ça, on devait être en 2015, quelque chose comme ça. Et il m'a dit alors, est-ce que tu connais le Bitcoin? Et effectivement, j'avais vu des articles passer à l'époque parce que j'utilisais énormément les flux RSS, pardon. Et, je regardais un peu ce qui se passait au niveau technologie. Et j'avais vu ça du coin de l'œil, mais sans trop m'y intéresser. Effectivement, cet oncle m'en parle. Et je n'ai malheureusement pas sauté sur l'occasion, contrairement à lui. Et j'ai replongé là-dedans courant 2017. Et je ne sais plus pour quelle raison exactement. Sûrement peut-être le FOMO de fin 2017, j'aurais envie de dire. Et j'ai mis le nez dedans dans la mesure où la technologie elle-même, donc j'ai cherché un peu plus loin que juste le Bitcoin et son aspect, on va dire, un peu financier et disons volatile, enfin du moins tout ce qu'on peut en dire dans les médias. Et la technologie qui était derrière, je la trouvais très intéressante. Et j'ai commencé à plonger un petit peu dedans et à comprendre un petit peu mieux. Alors, je suis pas du tout expert en la matière, bien au contraire. J'essaie d'apprendre un peu au quotidien, en me formant moi-même, en cherchant, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts également. Et j'ai mis le nez là-dedans de cette manière, en fait, au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans cet écosystème-là? Alors, ce qui me plaît déjà, c'est que quand on parle d'une notion, sur une notion financière, on va dire que l'argent, entre guillemets, nous appartient, contrairement aux banques. Je dirais que la technologie de blockchain va solutionner beaucoup de problèmes, y compris cette histoire de sous, cette histoire, alors, assez récemment, cette histoire comment dire, d'actes de propriété et d'intermédiaires. C'est vrai que les intermédiaires nous coûtent assez cher dès qu'on utilise des services. Je pense surtout les banques. J'ai fait des vidéos sur ce sujet il y a un certain temps. C'est pas trop mes copains, même si récemment j'ai quand même fait un prêt pour avoir une maison, obligé de jouer un petit peu le jeu. Et cette notion en fait d'avoir quelque chose, de l'obtenir et d'avoir la preuve qu'on a cette chose. Je parle par exemple d'argent. Est quand même assez intéressante. Là, à l'heure actuelle, j'ai quand même plus confiance en mes placements, entre guillemets, en crypto que l'argent que j'ai dans ma banque. Disons que je perds de plus en plus confiance en l'euro ou en le dollar.
C'est très intéressant comme réflexion. Et justement, tu l'as eu récemment avec l'impression monétaire à gogo liée à la crise du Covid-19, ou alors c'est quelque chose que tu avais en tête depuis un moment et que tu as su approfondir au fur et à mesure de tes recherches dans la crypto, où tu t'es dit, ah, il y a peut-être une alternative intéressante à ce qui existe déjà. Alors, c'est venu au fur et à mesure en regardant un peu au niveau de la crypto, mais il y a eu un petit déclic il y a un certain temps. J'étais client chez la Société Générale, il fut un temps, et je me souviens que le gars voulait me proposer tout plein de services et tout plein de machins, et tout d'un coup, je dis, mais attendez, mais tout ce que vous me proposez en placement, c'est terrible parce que ça couvre ce que je vais gagner, ça ne couvrira même pas la cotisation de carte. En fait, concrètement, je les place, mais je perds de l'argent dans tous les cas. Et là, je me suis dit, mais il y a un souci quand même. C'est que le gars, il me propose de gagner de l'argent, mais derrière, j'en perds pour des services qui sont en plus, entre guillemets, inutiles, où ils vont commencer ils facturent des frais comment dire, d'entretien de compte, de tenue de compte, et les moindres agios, etc., etc. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même des intermédiaires assez mauvais, en fait, les banques, et surtout très peu réactifs. Et l'autre détail qui m'a énormément, entre guillemets, choqué, c'était cette notion que sur les banques traditionnelles, il faut à chaque fois demander comment dire, une validation à son banquier pour pouvoir faire un virement, rajouter un IBAN et rajouter un bénéficiaire et envoyer des sous. Il faut généralement attendre 48-72 heures pour pouvoir utiliser comme on l'entend comment dire, son argent. Donc ça a été, on va dire, solutionné par d'autres banques un peu plus jeunes. Et effectivement, en plongeant le nez dans la crypto, on se dit, mais attends, je peux envoyer des sommes potentiellement astronomiques sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit et utiliser, entre guillemets, mes fonds comme je l'entends. Et tout ça pour des frais minimes, sauf peut-être sur la blockchain Ethereum en ce moment. Mais, mais disons que ça a été les premiers déclics sont venus justement de cet aspect financier et de ma relation avec les banques et avec les sous que je leur confiais et les problèmes que j'ai eus avec eux. Et cette difficulté-là, justement, et cette décorrélation entre ce qu'on attend des banques et ce qu'elles proposent, elle est d'autant plus exacerbée pour vous, les créateurs de contenu sur Internet, youtubeurs si on préfère, pour accéder à des services financiers ou à des prêts. J'ai cru comprendre, en tout cas c'était le cas à l'époque, d'accéder à des prêts en tant que youtubeur, c'était presque mission impossible, alors que vous avez un métier tout à fait reconnu en tant que micro-entreprise ou qu'entreprise pour les plus gros. C'était là aussi un facteur supplémentaire où tu te disais, ils sont encore pas au rendez-vous. Alors effectivement, récemment, là, j'ai eu d'autres petites histoires avec les banques parce que j'ai emprunté avec ma partenaire pour acheter une maison en Dordogne. Et effectivement, bah, obligé de passer par les canaux un peu plus traditionnels que sont les banques. Et disons que la situation de créateur de contenu sur Internet est quelque chose qui leur est un petit peu inconnu, dans la mesure où bah, c'est pas dans les métiers, on va dire, habituels, c'est quand même des nouveaux métiers. Je comprends aussi leur feedback, comme quoi bah, ils n'ont pas trop de recul sur la question. Et ça a été assez compliqué déjà, dans un premier temps, bah, de trouver un courtier qui veut bien bosser avec nous. Parce que je me souviens que le premier courtier qu'on a eu, en gros, il a dit non, mais alors là, vous devez voir vos estimations à la baisse. Moi, je vous conseille ce budget-là, c'est largement en dessous de ce que vous demandez parce que blablabla. Et déjà, rien que déjà, les courtiers eux-mêmes, la plupart ne comprenaient pas ce métier-là et ne cherchaient pas à aller plus loin. Et heureusement, on a trouvé un courtier un peu plus jeune qui a pris le temps, qui a trouvé des solutions, qui a compris la situation et qui est allé défendre le dossier auprès des banques. Et ça n'a pas non plus été facile dans la mesure où bah, voilà, le feedback des banques, c'est on ne comprend pas ce que c'est. Vous faites des vidéos sur Internet, mais combien de temps ça va durer? On n'a pas de recul là-dessus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui nous dit que YouTube existe encore? Là, j'ai juste envie de dire lol, voilà. C'est quand même Google. Comment dire, en termes de développement de produits, même s'ils sont un petit peu nazes, à mon avis, ça va quand même durer un certain temps. Et je parle des développements de produits nazes sur YouTube parce qu'ils font toujours des fonctionnalités en bêta-test. Et ils rajoutent des trucs, ils les enlèvent 10 ans après, enfin non, 2 ans après, alors que c'était vachement bien comme l'outil de traduction automatique, l'outil de transcription communautaire, excuse-moi. Et du coup, voilà, ça c'était le feedback des banquiers en mode, bah voilà, nous on comprend pas très bien ce que vous faites. Au vu des revenus, bah là par exemple, avec votre situation, vous auriez été artisan, on aurait dit oui tout de suite. Mais comme vous avez un nouveau métier, bah non. On va être obligé de demander un cautionnement, etc., etc. Donc ça a été la croix et la bannière. Ça a pris littéralement, je crois, 4 mois
pour avoir l'emprunt. Ils ont été très gentils. Moi, je reconnais quand même leur ouverture d'esprit, car au final, ça a été entre guillemets une réussite. Mais ça n'a pas été facile. Et effectivement, pour avoir eu quelques profils comme ça, c'est difficile à expliquer et c'est surtout difficile de faire comprendre. Ouais, j'imagine bien que ça doit être compliqué. Sinon, autre tips, il faut tomber sur le banquier dont le fils est fan de ce que tu fais. Ah bah j'ai pas eu le droit à Il ça. paraît, J'ai pas eu le droit à il ça paraît que ça peut aider. malheureusement. Pour recentrer un petit peu sur la crypto, toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce vaste écosystème-là? Est-ce que c'est la blockchain Ethereum? Est-ce que c'est Bitcoin? Est-ce que c'est les biens immobiliers tokenisés dans la blockchain avec Realty, par exemple? Est-ce que c'est la DeFi? Qu'est-ce que tu kiffes le plus? Alors, il y en a un auquel je pense tout de suite, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien faire un reportage, parce que ça rejoint un petit peu les sujets que j'aborde au niveau cuisine. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup sur la traçabilité alimentaire. C'est une problématique que je trouve hyper intéressante, car on se souvient toutes et tous de ce scandale de Findus avec les lasagnes au cheval. Et effectivement, ça aurait pu être solutionné par la blockchain. Et je trouve ça juste génial, en fait, de pouvoir se dire on a une traçabilité qui est juste exceptionnelle et que on peut voir tout le cheminement de A à Z d'un produit. Demain, j'achète par exemple, alors je sais qu'il y a certaines blockchains, il y en a une qui est basée, enfin à la base qui exerce, on va dire au Vietnam, sur tout ce qui est traçabilité de lait. Il me semble que ça s'appelle T-Food, maintenant renommé T1 ou Tone, je sais jamais, bref. Mais je suis tombé là-dessus par hasard et je me suis dit, ça pourrait être génial de faire un docu là-dessus et montrer un peu un usage tout autre de la blockchain que le Bitcoin, la volatilité, l'argent, etc., etc. C'est aussi comment dire, ces processus qui sont hyper intéressants. Et là, je me dis que effectivement, en tant que consommateur, tu peux scanner un produit et tu peux voir quand est-ce qu'il a été fabriqué et tu te dis que c'est difficilement, voire impossible de le falsifier. Tu peux voir quand ça a été fabriqué, qui l'a fabriqué, où est-ce que ça allait, combien de temps ça a mis, quelle bête c'était, comment elle a été nourrie et ainsi de suite. Et je trouve ces problématiques hyper intéressantes. Effectivement, comme tu l'as soulevé, il y a d'autres secteurs hyper intéressants comme l'immobilier. J'ai plus le nom en tête, mais à chaque fois, je vois passer ces annonces de vente de biens aux États-Unis. Realty, ouais. Euh, Realty, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais juste essayer, juste pour le fun, prendre quelques actions, entre guillemets. Mais à chaque fois, j'arrive pas à sauter le pas, il faut que je m'y mette, un de ces quatre. Ouais, Realty, c'est super passionnant comme projet, mais c'est aussi, il faut vraiment être aux aguets à chaque fois qu'ils sortent un appartement parce que c'est des tokens qui partent très vite, si je dis pas de bêtises, en quelques heures. Généralement, les tokens ils sont écoulés. On va ouvrir le deuxième chapitre de notre échange, celui sur la centralisation des informations et des plateformes. On enregistre ce podcast quelques semaines après la clôture du compte de Donald Trump sur Twitter. On n'est pas là pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais pour interroger la centralisation des informations. Vous, en tant que créateur de contenu, comment vous avez regardé un peu cet épisode-là? Est-ce que vous vous êtes dit, ah ouais, en fait, c'est vrai que d'un jour à l'autre, ils ont le droit de vie ou de mort sur notre contenu en supprimant notre chaîne YouTube ou en supprimant nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez, vous, en tant que créateur de contenu en général? Alors effectivement, la problématique de la suppression, enfin la suspension du compte de Donald Trump, ça a réveillé en fait des anciennes craintes, notamment vis-à-vis de la politique de monétisation de YouTube. Effectivement, ça nous rappelle bien que tout est centralisé et que là, à l'heure actuelle, par exemple, moi, je sais que mon business est vraiment axé sur YouTube et quasiment tout est centralisé sur YouTube. Donc, si demain, effectivement, ça saute pour X ou Y raison, donc même si la cuisine, j'ai mis un petit doute, effectivement, ça peut être très chiant. Et ça, je l'avais déjà remarqué avec YouTube, avec leur politique de monétisation sur ma chaîne, on va dire, plus sketch, où dès qu'il y avait de l'humour peut-être un tout petit peu trop glissant ou axé cul, et ben, la monétisation sautait. Et c'est là que tu te dis, mais attends, j'ai rien fait de mal et mine de rien, eh bien, j'ai toute ma monétisation qui saute. Le travail que j'ai passé là-dedans pour créer ce contenu, bah, en gros, il part entre guillemets à la poubelle. Et tu dis, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et c'est la question éternelle, c'est
qu'est-ce qu'il y a à part YouTube? À l'heure actuelle, tout le monde dit bah ouais, bon, il y a Dailymotion, mais Dailymotion, bon voilà, c'est un petit peu passé à la trappe. Et j'ose imaginer qu'il y a des alternatives crypto là-dessus. Moi, le seul que je connais en termes de stream, c'est D-Live. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai dû voir PewDiePie streamer là-dessus. Il faut que je vérifie l'information. Mais attends, je vais la vérifier de suite d'ailleurs, de ce pas. Je confirme. PewDiePie a effectivement une chaîne sur D-Live, mais le dernier stream date d'il y a 1 an. Bref. Il a fait le geste au moins. Il a fait le geste et il a quand même pas mal de followers sur la plateforme. Et disons que tous ces problèmes de centralisation, là, c'est quand même poussé à l'extrême avec ce qui s'est passé avec Donald Trump, dans la mesure où quand même une plateforme comme Twitter a dit bah tiens, on va supprimer le compte du président des États-Unis. Et c'est là qu'on se dit mais ok, si c'est hyper centralisé comme ça, comment on peut faire? Alors je sais qu'il existe d'autres alternatives comme Unstoppable Domains, qui permet par exemple de faire des mini sites internet décentralisés, en plus d'avoir entre guillemets un handle pour envoyer des fonds. Et je sais que j'ai pris un domaine chez eux, mais que j'ai pas encore paramétré le site internet, dans la mesure où on ne peut pas stocker énormément de choses et que c'est un petit peu compliqué. Enfin, je suis pas un grand technicien, donc pour moi c'est un petit peu compliqué. Ok. Et l'autre risque, qui est le démantèlement des GAFA ou des GAFAM, comment tu le perçois? Est-ce que pour toi c'est possible que ça arrive? Est-ce que ça pourrait être un risque pour vous, créateurs de contenu, que YouTube soit dissocié de Google, par exemple, ou que Google soit démantelé? Alors, le démantèlement des GAFA, moi, je suis plus sur sur l'autre bord de cette pensée. J'ai tendance à dire que ces GAFA vont devenir des sortes de super-États. Le truc, c'est qu'ils deviennent quand même beaucoup plus influents et beaucoup plus riches que des États eux-mêmes, et surtout beaucoup plus puissants. Là, on peut le voir effectivement avec Twitter qui dit bah hop, salut Donald Trump, on te supprime ton compte. Et c'est quand même l'extrême, et quelque part, on peut pas y faire grand-chose. Et j'attends de voir ce démantèlement, comment les États peuvent s'y prendre. C'est-à-dire que les GAFA prennent tellement d'ampleur en termes d'influence, en termes de finances, en termes de développement et de technologie, que j'attends de voir comment des pays comme par exemple la France vont s'y prendre. Donc j'ai mis un tout petit doute sur ça. Je crains pas un démantèlement d'une structure comme Google. À la limite, Facebook, je sais même pas non plus. Mais moi, je pars de l'autre principe. J'avais lu un super bouquin qui s'appelait Homo Deus. Je n'ai plus le nom de l'auteur en tête. En plus, c'est un nom qui est un petit peu compliqué. Je vais te le chercher de ce pas. Homo Deus de Yuval Noah Harari, qui avait écrit Sapiens. Et effectivement, dans ce bouquin, il aborde beaucoup de problématiques un peu plus modernes de notre société. Et celle-ci en fait partie. Je la trouvais effectivement intéressante, dans la mesure où ces GAFA deviennent comme des sortes de dieux vivant, des États à part entière. Et j'ai l'impression que ça prend ce cheminement-là, et qu'un démantèlement va être quand même très compliqué à mener. Ok. Et pour faire la jonction avec la troisième partie de notre échange, qui sera sur le financement sur YouTube et en général sur Internet, est-ce que toi, en tant que créateur de contenu, là encore, tu te brides dans la création de contenu que tu peux faire par peur de te prendre un avertissement sur YouTube, de perdre la monétisation ou d'avoir les 3 fameux strikes de YouTube qui peuvent amener à une clôture de la chaîne? Est-ce que en tant que créateur, là, tu fais vachement gaffe à ce que tu dis et que du coup, ça te fait perdre un peu de ta substance par peur d'être sanctionné par ces entités centralisées? Ah oui, clairement. Moi, je sais que ça m'a plutôt bridé sur les sketchs, dans la mesure où moi, j'aime bien un peu l'humour trash. Et au fur et à mesure, tu fais des vidéos, la politique change légèrement, et au fur et à mesure, bah, ta monétisation saute. Et c'est même pas de la monétisation pour un contenu qui appartient à quelqu'un d'autre, donc un copyright claim, mais c'est vraiment le contenu n'est pas adapté à toute audience. Et du coup, ta monétisation le dégage. Et tu te dis, mais attends, ok, bon, faut que je fasse de l'humour, enfin, je vais pas dire pour enfants parce que c'est pas le cas, mais faut que je fasse de l'humour plus politiquement correct. Et c'est là que tu te dis, putain, merde, on peut pas faire exactement ce qu'on veut. Et le problème aussi, c'est que quand tu perds la monétisation, tu perds également en visibilité.
Donc, malgré ça, tu t'y retrouves difficilement. C'est pour ça qu'après, donc, il y a d'autres pistes de financement comme tout ce qui est placement de produits, tout ce qui est financement participatif, et qui sont, je dirais, les principales sources de revenus actuellement. Mais effectivement, comment dire, ces changements réguliers de politique sont hyper contraignants. Alors moi, j'ai moins de soucis maintenant dans la cuisine parce que il n'y a pas à faire entre guillemets d'humour, trash ou pas trash. C'est quand même plus simple, mais j'avais réellement rencontré ce problème-là sur les vidéos sketch. On ouvre du coup la troisième partie de notre échange sur le financement sur Internet, que ce soit pour les youtubeurs, créateurs de contenu ou même pour les médias. On sait que c'est un modèle qui n'est pas encore très périn, qui n'est pas très pérennisé. Est-ce que, tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a trois grandes sources de revenus potentiels sur YouTube notamment. Il y a ce que la plateforme peut te rétribuer en tant que créateur de contenu sur sa plateforme, sur YouTube, avec les pubs par exemple. Il y a les tips que la communauté peut vous donner pour vous soutenir. Il y a les placements de produits ou en tout cas les rapports avec les marques. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres alternatives ou c'est les trois plus grandes sources de revenus? C'est totalement les trois plus grandes. Donc, à nouveau, tout ce qui est partage de revenus publicitaires, que ce soit avec les plateformes comme YouTube ou bien Twitch, parce qu'il y a des pubs qui sont diffusées. Il y a également les placements de produits qui vont être, ou les collaborations avec les marques qui vont être quand même une grosse part de revenus, dans la mesure où il y a des budgets un peu plus conséquents, il y a un peu plus de boulot en amont et aussi sur la production. Il y a tout ce qui est financement participatif et également tout ce qui est sub et donation. En autre alternative, forcément, il y a des donations en crypto, mais le problème, c'est que l'adoption n'est pas encore assez conséquente pour avoir régulièrement des donations en crypto. Les gens ne sont pas assez à l'aise, je dirais, sur ce sujet-là. Les médias n'y participent pas réellement, en plus, dans la mesure où tout le monde se dit crypto, c'est un monde dark, obscur, c'est le darknet, on achète des armes, du cannabis et je ne sais quoi d'autre. Alors que c'est quand même c'est relativement accessible et c'est très facile de faire des transferts avec. Je sais qu'il y avait un service, alors je ne sais pas s'il est encore en cours de développement, qui s'appelait OneUp ou OneUpCoin, qui permettait de connecter son Twitch Alert à des wallets crypto. En gros, quelqu'un fait une donation sur ton wallet crypto, et bien tu as une alerte qui s'affiche sur ton stream Twitch en mode un tel a donné tant de BTC, de TH, etc., etc. Et à mes yeux, ça manque un petit peu de développement de service là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que quand même les gens sont de plus en plus à l'aise avec cette notion de monnaie ou de coin, on va dire, digital. Je le vois sur Twitch, les gens sont très à l'aise avec les bits. Donc, c'est des donations que tu peux faire. Tu achètes une espèce de monnaie qui appartient à Twitch. Tu achètes des gemmes, entre guillemets. C'est des espèces de petits joyaux, ils appellent ça des bits. Et tu les donnes quand tu veux à n'importe quel créateur dans un chat Twitch. Et ça fait une animation dans le chat, ça fait une animation également sur le stream si ça a été configuré de la sorte. Et à mes yeux, il faudrait un peu plus d'outils du même style dans la crypto, comme ce qui avait été tenté par OneUpCoin, pour avoir d'autres sources de revenus et surtout potentiellement amener les gens au fur et à mesure vers une adoption un peu plus conséquente de la crypto, ou du moins même avant même une adoption, plus une découverte de ce monde-là. Et il y a aussi une alternative qui commence vraiment à faire son petit bonhomme de chemin, c'est Brave avec son BAT, le Basic Attention Token, où l'utilisateur va avoir quelques pubs qui s'affichent sur son écran et qui va recevoir des tokens BAT qu'il va pouvoir redistribuer à des créateurs de contenu. Tu l'utilises aussi, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est une alternative sérieuse dans le futur ou est-ce que pour l'instant c'est anecdotique? Alors, c'est une alternative sérieuse, j'ai envie de dire. Là, à l'heure actuelle, non, dans la mesure où je ne peux pas en vivre ni me payer un salaire avec les BAT. Mais disons que c'est une autre source de revenus passifs. Donc, dans ce sens-là, ça reste quand même intéressant. D'ailleurs, petite parenthèse, Brave, c'est un abonné sur Discord qui m'en a parlé, qui m'a dit hey, tu fais du contenu sur Internet, tu devrais installer Brave, c'est vachement bien. Et effectivement, j'ai checké et déjà, sur l'aspect technique, c'est Chrome, donc on va dire c'est relativement rapide. J'ai été assez surpris par rapport à Safari qui, de temps en temps, met 10 000 ans à ouvrir un onglet, c'est hyper bizarre. Et je sais que j'utilise très souvent Brave actuellement. Et effectivement, une fois que tu as réussi à connecter ton compte, enfin tes différents comptes à ton compte Brave, tu peux voir qu'il y a certains revenus qui arrivent au fur et à mesure, des gens qui regardent le contenu et qui font effectivement des donations à côté en plus s'ils le souhaitent. Et je sais que là, à l'heure actuelle, ça fait quoi? Ça génère peut-être 50, 80 balles par mois.
Donc, c'est pas de quoi vivre, mais c'est cool de se dire, bah, il y a ça qui tombe et c'est une source de revenus pour la boîte en plus, quoi. Et j'avais vu ton engouement à l'époque où CM Cryptomatrix avait sorti ses tokens NFT pour Halloween et Noël. Est-ce que toi, t'as déjà songé à faire ton propre token ou ton propre NFT pour que ta communauté te soutienne en ayant un objet d'art, quelque chose de vraiment sympa derrière ou pas encore? Alors oui, effectivement, j'ai créé d'ailleurs des NFT plus pour tester. J'ai mis des photos sur Rarible, j'ai mis quelques photos, alors non seulement de bouffe et des vieilles photos de voyage que j'avais prises il y a un certain temps. Et effectivement, déjà, bon, c'est des photos fixes, donc ça marche pas forcément très bien. Il me semble qu'il faut quand même une animation pour que ça marche bien, du moins sur Rarible. Il faut toujours que ça soit un GIF qui est un peu, que ça soit shiny, que ça, enfin, l'idée comme de cartes à collectionner, comme le fait très bien Arke ou Arc, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais effectivement, ça réveille cet aspect collectionneur qu'on a pu avoir, par exemple, avec des cartes Magic ou Yu-Gi-Oh! Ou je ne sais quoi encore, et cet aspect en plus, on va dire, rare. Donc, j'ai pensé dans tous les cas à refaire des NFT un peu plus tard axés sur la bouffe. Mais là, le problème, c'est plus le temps qui me manque et également un peu plus les compétences parce qu'en montage vidéo, il n'y a pas de problème, mais en création et en animation, After Effects, c'est pas encore mon grand fort du tout. Donc là, je sais qu'il faut que je me soigne sur la question. Et j'avais vu effectivement que ce créateur Arke, on va dire Arke, hein, comme ça sera plus simple. Lui, il a créé, il me semble, sa propre monnaie ou son propre token. Ouais. Et pour le coup, j'avais vu ça et j'avais vu qu'on pouvait faire ça assez facilement sur Rarible, mais j'ai vu les frais, les gas fees aussi, et j'ai fait ouais, plus tard. Ça m'a un petit peu découragé. Donc vivement qu'il y ait d'autres blockchains un peu plus comment dire, adoptés et beaucoup moins chers en transaction fees. Mais Ou Ethereum 2.0, effectivement, qui pourrait. ou Ethereum 2.0, mais dans longtemps, de ce que j'ai compris, dans au moins 1 an ou 2 ans, quoi. Ouais, par contre, ouais, c'est ça. Mais ce principe de NFT est quand même assez fascinant dans la mesure où bah, ça répond totalement aux problématiques de l'art digital et comment dire, on transpose l'art mais au digital. Et à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, les gens ils comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est difficile à expliquer déjà, à le faire comprendre. Et les gens ils disent mais attends, mais quel est l'intérêt en fait d'avoir des cartes à collectionner sur son téléphone qu'on peut même pas comment dire afficher ou imprimer ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper fascinant parce qu'il y a ce côté où quand même mine de rien on collectionne quelque chose. Moi je sais que ça me titille l'esprit, quoi. Alors, j'avais vu un usage qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Cryptomatrix qui a fait ça, qui a fait des NFT assez récemment pour Noël, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que ça a déverrouillé du contenu, on va dire, en avant-première ou spécifique pour les personnes qui ont acheté ces NFT. Et ça, cet usage pour la création de contenu, je l'ai trouvé hyper intéressante et intelligente dans la mesure où on peut effectivement se dissocier légèrement de YouTube qui propose ça avec les abonnements payants. Donc, c'est comment ils appellent ça? Bon, les membres, ils appellent ça les membres YouTube, où en gros, tu peux payer comme sur Twitch un abonnement euh, qui va être reversé aux créateurs de contenu, mais sur lesquels il y a quand même 30 ou 40% qui vont partir quand même dans les caisses de YouTube. Et là, sur tout ce qui est NFT, c'est quand même vachement intéressant dans la mesure où tu deviens indépendant sur ce service-là et tu proposes exactement ce que tu veux comment dire, aux abonnés. C'est-à-dire qu'ils vont acheter ton NFT qui déjà en plus va potentiellement être joli parce que tu as quand même travaillé dessus, tu as peut-être une animation, tu as un truc un peu unique au niveau visuel, et en plus de ça, ça déverrouille un contenu que tu sais que c'est entre guillemets premium, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas forcément le voir. Ouais, exactement. Je pense que les NFT, ça va changer beaucoup de choses à l'avenir quand les gens auront compris un peu le fonctionnement et puis quand ça sera beaucoup moins cher d'en acquérir sur Rarible. On en arrive du coup aux dernières questions de cet échange, de ce podcast. Est-ce que toi, tu as vécu l'arrivée d'Internet ou est-ce que tu as toujours baigné dedans? Je l'ai vécu. L'arrivée d'Internet, je l'ai vécu. Ok. Je suis né en 89, donc j'ai grandi, on va dire, sans ordinateur au début jusqu'à mes, allez,
7-8 ans. Je me souviens que c'est un grand cousin qui m'avait offert son vieil ordi. Et c'était genre les yeux pleins d'étoiles. Je jouais à plein de jeux à cette époque. Il y avait, en plus, j'étais au fin fond de la campagne, donc l'internet est arrivé progressivement. C'était vraiment le vieux 56K et bien moins que ça encore, qui était, on va dire, la norme. Et à l'époque, je me souviens même que je demandais à d'autres personnes qui avaient Internet un peu plus rapide de me choper des informations. Je me souviens que les premières informations que j'allais, entre guillemets, chiner par un intermédiaire, c'était des astuces sur jeuxvideo.com, quoi. Je demandais à la prof, grosso modo, je dis, vous auriez le temps juste de trouver cette information sur jeuxvideo.com, trouver telle astuce. Et je me souviens qu'une fois ou deux, elle m'a quand même ramené des imprimés avec, en gros, elle a imprimé les pages de la soluce du jeu vidéo que j'étais en train de faire. Donc, je l'ai vécu au fur et à mesure. Et après, j'ai vraiment plongé le nez dedans et devenu accro. Et mine de rien, maintenant, mon métier dépend entièrement de ça. Exactement. Et du coup, toi, dans cette position-là, maintenant que tu vois arriver gentiment la blockchain, comment tu vois cette technologie-là qui peut apporter beaucoup de choses à ce qu'on connaît déjà sur Internet? Est-ce que tu te dis que ça peut être amusant de la voir arriver ou est-ce que ça va être, d'après toi, un game changer dans les années à venir? Moi, je la vois comme un game changer, mais dans la mesure où, enfin oui, mais ça va prendre du temps, dans la mesure où il faut quand même que les gens s'approprient cette technologie, déjà arrivent à l'entrevoir dans un premier temps, ensuite qu'ils arrivent à commencer à la comprendre, et surtout, il va falloir des projets qui amènent une adoption, on va dire, massive, en simplifiant la chose. En fait, il faut que les gens découvrent la blockchain sans entendre forcément le mot blockchain. Dans la mesure où il faut qu'il y ait des projets qui soient hyper transparents, qui soient faciles à comprendre et à utiliser, et que derrière, on ne voit pas forcément tous les rouages. Que ça soit facile pour un utilisateur lambda de comprendre et d'utiliser tel ou tel service. Et pour moi, ça va prendre du temps. Là, on est vraiment au début du début, grosso modo. Pour ça, il va falloir un peu de temps, comme c'était le cas déjà avec Internet, l'informatique en général, l'informatique grand public et également Internet, qui a quand même été à la base aussi mal vu, comme le Bitcoin est parfois mal vu auprès des médias un peu plus traditionnels. Et il faut, grosso modo, pour que ça soit accepté, que les gens apprennent à le découvrir et apprennent à utiliser en fait des services associés. Je sais qu'il y a un projet que j'ai découvert assez récemment qui s'appelle Ternoa, comment dire, j'ai découvert à tout grand hasard sur LinkedIn au moment où ils lançaient leur projet. Et il s'avère que j'ai une ancienne collègue de chez Apple qui bosse maintenant sur ce projet-là. C'est vraiment le pur hasard. Et c'est assez sympa parce que leurs problématiques, c'est des problématiques qu'on va dire du quotidien, même si ça reste quand même occasionnel, de tout ce qui est de transmission de données après la mort, après le décès de quelqu'un. Et normalement, c'est assuré, on va dire, par un notaire, par un testament. Et là, on se dit, mais attends, on peut quand même transmettre des données de manière, via des capsules, de manière automatisée, assez proche, si jamais on vient à disparaître. Et là, ça devient des utilisations qui, à mes yeux, commencent à être faciles et commencent à être adoptables par monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que là, il y a une application, on n'a pas forcément besoin de savoir que c'est la blockchain. On sait qu'on a une application qui on va pouvoir mettre ses mots de passe de wallet ou ses mots de passe tout court ou ses accès à Facebook ou je ne sais quoi. Et si on vient à disparaître, les proches peuvent réclamer ces contenus-là pour pouvoir, par exemple, supprimer le compte ou récupérer des informations, récupérer un wallet, etc. etc. Et là, sans forcément avoir des connaissances en blockchain, monsieur ou madame tout le monde peut s'approprier ce genre d'outils et découvrir indirectement la blockchain sans forcément connaître ce terme-là. Pour moi, la blockchain et la crypto en général, c'est plus ce genre d'aspect, on va dire, encore de niche et qui ne demande qu'à être découvert par monsieur ou madame tout le monde qui, à terme, vont utiliser toute cette notion-là de blockchain, de toute cette technicité sans forcément s'en rendre compte. Comme aujourd'hui, on utilise des ordinateurs et des téléphones sans pour autant être informaticien. Et c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Jigme d'avoir répondu à toutes nos questions sur cette thématique. Je pense que c'était super important d'avoir un créateur de contenu qui vienne répondre à ces questions et d'échanger sur sur ces balbutiements de nouvelle économie sur Internet et sur la centralisation des données, comme on le disait, avec ce droit de vie ou de mort des plateformes sur leurs créateurs de contenu parfois. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Jigme ou sur Youcook Cuisine
vous devriez apprendre pas mal de recettes pour continuer à suivre Jigme. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire suivre sur Twitter ou Telegram le nom de d'autres interlocuteurs ou des thématiques que vous aimeriez voir abordées sur ces podcasts hors série. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.